Eh ben, merci pour cette belle présentation. Moi, c'est Brice, donc voilà, je travaille avec Laetitia. Et c'est un plaisir de vous présenter cette conférence ce soir, qu'on a travaillé ensemble. Donc c'est principalement moi qui vais vous la restituer. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose à travers cette conférence. C'est à la fois une approche scientifique, à la fois une approche philosophique, un peu psychologique aussi, et puis spirituelle. Donc comme ça va nous amener sur une compréhension assez large de ce qu'on peut entendre par intelligence artificielle. Et puis, par contre, c'est un point de vue qu'on vous propose. Donc après, on sera amené à partager, si vous le souhaitez, vos différents points de vue que vous avez aussi, pour voir comment ça résonne en vous. Donc voilà, si jamais j'ai aussi des soucis, Laetitia n'hésitera pas à me seconder pour la conférence. Donc on voit que l'IA, c'est un sujet qui est complexe et qui fait beaucoup parler à l'heure actuelle. Donc que ce soit entre nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir développer cette idée-là, parce que ça nous pose pas mal de questions. Donc on va essayer ensemble d'en traiter quelques-unes ce soir. Donc vous êtes beaucoup, je pense, à en avoir. Donc vous avez peut-être des attentes. On n'est pas sûr de pouvoir répondre à ce que vous avez en tête, mais on verra peut-être après dans les échanges. Donc on va essayer dans un premier temps de définir ce que c'est que l'intelligence. Et l'intelligence d'un point de vue le plus large possible. Et ensuite on va essayer de voir l'intelligence plus dans un contexte de relations humaines, pour ensuite aller sur l'intelligence de la technologie. Et au travers de ça, on va voir comment est-ce qu'on crée une intelligence artificielle, de quoi on a besoin, et ce qu'elle permet aujourd'hui dans notre quotidien. Et ensuite, on va étudier les problèmes de conscience que ça soulève, et voir si l'IA peut remplacer ou non la fonction créatrice de l'être humain. Donc commençons par définir du coup l'intelligence d'un point de vue le plus large possible, d'un point de vue global. Et on voit que l'humanité, dès son plus jeune âge, s'est intéressée à tout ce qui se passait dans l'univers. Comment est-ce que ça fonctionnait ? Et qu'elle voyait dans tout ce qui apparaissait, que ce soit dans le plus grand, dans les étoiles, ou alors dans la nature, au plus près d'elle, un certain ordre, une certaine précision dans les détails, dans tout ce qui était manifesté. Donc, des activités qui vont des plus simples aux plus complexes. On peut prendre l'exemple de notre système solaire, on voit la Terre, et la Terre, elle est sur une orbite qui est à une distance précise du Soleil, qui fait que la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui sur la Terre, elle puisse exister. Et que si on déviait cette trajectoire un peu plus en amont ou en aval du Soleil, ça ne fonctionnerait pas. Donc on voit aussi au travers de l'évolution de notre façon de voir les choses, comme la façon de voir l'évolution des êtres vivants. On l'a vu au travers d'une pensée comme Darwin qui voyait la compétition entre les êtres vivants dans leur évolution. Et on voit que cette façon de voir les choses a évolué et est plus allée sur un esprit de coopération. On pense, quand on pense à Darwin, aux différents règnes, donc que ce soit le règne minéral, où on voit une évolution par exemple très délicate entre le charbon qui va évoluer jusqu'au diamant, dans une évolution très très lente, mais très ordonnée et très précise, et qui donne quelque chose de magnifique. On le voit au travers du règne végétal, qui va nourrir vraiment tous les êtres vivants qui sont sur la Terre. On pense aux insectes qui travaillent à la pollinisation, et pas que. On pense aux animaux qui travaillent à l'équilibre des sols. Et là, on peut prendre un exemple, c'est l'exemple du lion qui va chasser une gazelle. On pourrait imaginer que le lion est un prédateur et qui va simplement chercher à se nourrir en tuant une gazelle. Mais si on regarde d'un point de vue un peu plus large, on voit qu'un troupeau de gazelles, s'il n'a pas de prédateur, il va surpâturer un endroit, il va piétiner, d'autant plus qu'il va proliférer dans l'espace dans lequel
il est assimilé. Le lion, en allant chasser la gazelle, c'est pas seulement pour se nourrir, c'est aussi pour créer tout un écosystème qui va se réguler et qui va permettre non pas seulement aux animaux de se réguler, mais aussi aux espèces végétales de pouvoir se régénérer et à la terre elle-même de pouvoir évoluer et avancer. Donc on voit qu'on est dans un écosystème planétaire et chaque être vivant a une fonction et une raison d'être. Et ça participe à une économie circulaire où tout se recycle en permanence. Et on pourrait reprendre la phrase de Lavoisier en disant « Rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme ». Donc qu'en est-il de l'humain ? Eh bien l'humain, on pourrait dire que cycle après cycle, il s'est approprié cette intelligence. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'il a utilisé cette formidable énergie. Donc quand on remonte l'histoire de l'évolution humaine, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on a utilisé l'intelligence. Donc déjà pour faire société, on a établi des règles, on a pour des traditions pour pouvoir vivre ensemble. On a aussi utilisé l'intelligence pour accroître notre pouvoir sur le monde. Donc pour ça, on a inventé une multitude d'outils, donc qui vont des plus simples aux plus complexes, et qui nous permettent d'améliorer à la fois notre confort, notre bien-être, mais aussi qui nous permettent d'améliorer notre liberté. Parce que ça nous a affranchis d'un certain nombre de tâches qui étaient rébarbatives pour nous, enfin, qui sont aujourd'hui qu'on trouve rébarbatives. Donc ça dans plusieurs domaines. On peut le voir dans le domaine du travail de la terre. Donc en agriculture, on est passé d'un premier outil qui était la houe, donc pour bêcher le sol, à aujourd'hui l'utilisation de tracteurs. On le voit aussi dans le domaine de l'habitat. On habitait au tout départ dans les grottes, donc qui étaient assez frustres, humides, et aujourd'hui on vit dans des maisons avec des grandes baies vitrées, du double vitrage, de l'eau courante, de l'électricité. On le voit aussi dans le domaine de la protection des territoires. On a commencé à clôturer nos espaces avec des simples palissades en bois. Aujourd'hui, on se défend avec une force de dissuasion nucléaire. Et enfin, dans le domaine de la communication, on est passé des signaux de fumée aux ondes radio à plus ou moins grande fréquence, jusqu'à créer un réseau de téléphone mobile et même un réseau Internet, qui est aussi international et complexe. Et on a maintenant des IA aussi basées sur le modèle humain qui nous permettent de communiquer, enfin avec lesquels on communique. Donc voyons maintenant ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc pour ça, on va prendre une définition qu'on a trouvée sur Internet. Donc je vais vous la lire. L'intelligence artificielle, ça désigne un ensemble de technologies capables de simuler certaines capacités humaines, comme apprendre, analyser, comprendre ou interagir. Donc c'est un ordinateur qui reçoit des données, qu'elles soient déjà préparées, ou alors qu'elles soient collectées par un capteur, comme une caméra. Et cet ordinateur les analyse et agit. Et les systèmes dotés d'intelligence artificielle sont capables plus ou moins d'adapter leur comportement en analysant les effets produits par leurs actions précédentes, allant ainsi vers une certaine autonomie. Donc on peut dire que ce sont des systèmes qui concrètement sont faits pour comprendre le langage, qu'il soit écrit ou parlé, apprendre à partir de bases de données, raisonner et prendre des décisions, résoudre des problèmes, reconnaître des images et des sons. Et cependant, l'IA reproduit, calcule, optimise, mais sans conscience, sans jugement moral et sans intention propre. Donc après cet éclaircissement, on va voir ce que nous demande de développer une IA. Donc dans un premier temps, on va dire que l'évolution qui a amené aux IA d'aujourd'hui, c'est parti donc des premiers ordinateurs et des ordinateurs qui ont été spécifiés pour des jeux de stratégie. Donc on pense aux jeux d'échecs, au jeu de Go, qui est un jeu chinois qui ressemble au jeu d'échecs mais un peu plus complexe. Et on a du coup fabriqué des algorithmes, donc des fonctions mathématiques,
pour que ces ordinateurs puissent analyser et déduire le comportement humain pour jouer à ces jeux. Et jouer de manière de plus en plus sophistiquée et performante. Et on y est très bien arrivé, parce que ces premières IA ont battu les meilleurs joueurs mondiaux. Et donc ensuite, on a voulu faire une IA avec laquelle on puisse communiquer, donc parler. Donc là, on est passé sur un autre modèle, et on est parti sur des modèles qu'on appelle des LLM, donc des Large Language Models. Donc, c'est des modèles de langage. Et là, donc, ils sont basés sur de la probabilité, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les mots qui sont les plus probables à arriver suite au questionnement que vous allez poser à l'IA. Donc, en gros, elle calcule un pourcentage de mots qui devraient arriver, et elle choisit celui qui a le plus fort pourcentage pour donner sa réponse. Donc ça, c'est les versions qu'on connaît bien, c'est ChatGPT, et puis tout ce qui y ressemble. Donc ça, c'est dans les premières versions de ChatGPT. Donc ces intelligences, elles réussissent bien, elles se développent bien, mais elles restent limitées. Donc pour les jeux stratégie, c'est vraiment des domaines bien ciblés. Donc on a des méga ordinateurs, mais qui peuvent résoudre qu'un jeu particulier. Et le langage, pareil, on arrive à juste du langage. Donc, ce qu'on a voulu évoluer, c'était de passer du langage au mouvement. C'est-à-dire comment une IA pourrait arriver à se déplacer aussi dans l'environnement. Et là, du coup, on a développé un autre type d'algorithme qu'on appelle le deep learning. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau de neurones profonds. Donc en fait, on a essayé de copier le modèle du fonctionnement du cerveau humain. Donc en gros, on a regardé comment les neurones fonctionnent au niveau de l'humain pour en faire pareil avec des fonctions mathématiques, des modèles mathématiques qui reproduisent un peu ça. On y vient d'arriver aussi. Et du coup, on a associé ce modèle de deep learning au LLM, au modèle de langage. Et ça nous donne les modèles qu'on a aujourd'hui de ChatGPT, par exemple. Là, qui sont très performants parce qu'ils sont en mesure de reconnaître beaucoup plus facilement le sens que vous donnez à votre phrase. Même si vous faites des erreurs de grammaire dans votre phrase, ils vont réussir à comprendre ce que vous dites. Et puis, là où auparavant, quand on avait des pensées complexes, ils étaient assez limités pour comprendre l'idée qui était dans le fond, là, aujourd'hui, on y arrive très bien. Donc du coup, le but dans tout ça maintenant, c'est d'arriver à une IA qui soit complètement autonome. Donc là, on pense aux véhicules autonomes notamment, mais on cherche aussi des robots qui puissent se débrouiller comme un humain. Alors, on reste limité dans le sens où ces derniers modèles qui arrivent à capter l'information à travers les images. Ce qui est compliqué, c'est que par rapport à un modèle de langage où on étudie un alphabet qui est assez limité, et avec ça on compile, on fait un nombre de mots, on arrive très facilement à avoir tous les mots possibles et toutes les combinaisons. Pour une image, faut penser que l'image, elle va évoluer toutes les millisecondes. Chaque fois que l'IA avance, c'est une nouvelle image qu'elle a à traiter. Et dans l'image, il y a des milliers de pixels à traiter. Donc là, il va falloir arriver à savoir qu'est-ce que dans l'image est bon ou non à traiter pour ne pas avoir une profusion d'informations qui est trop encombrante. Donc l'autre point qui est intéressant à noter, c'est que si auparavant on avait des IA qui étaient basées sur des règles données par les ingénieurs, aujourd'hui, en devenant autonomes, les IA arrivent à réfléchir par elles-mêmes en fonction des données qu'elles reçoivent. Donc, avec le modèle neuronal, c'est comme l'humain, en fait, on apprend par l'expérience. On apprend par ce que l'on enregistre comme données et ce que l'on va
suivant nos réponses qu'on va donner, et ben après on évolue et on avance. Et aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est d'arriver à une IA, on n'a plus besoin de valider ou non si ce qu'elle fait, c'est bon ou pas. Et ça, c'est compliqué. Si c'est des... En gros, pour des tâches simples, comme du traitement de texte, une IA, elle se débrouille plutôt bien. Aujourd'hui, elle fait de moins en moins d'erreurs. Donc, du coup, on n'a plus besoin de valider derrière. On peut lui faire suffisamment confiance. Mais pour des tâches complexes, comme la conduite automobile, ou alors dans le domaine militaire, je pense aux drones, là, on a toujours un humain qui est derrière pour valider ce que va faire l'IA. Donc, par contre, il faut bien penser que ces modèles-là ne sont pas sans erreur. Donc, c'est pas parce que on est toujours sur des modèles de probabilité. Donc, suivant la réponse qu'elle va donner n'est pas forcément celle qu'on attendait. Donc, on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Et on ne comprend pas toujours les raisons des choix de l'IA. Ça aussi, c'est important. On leur donne des fonctions mathématiques, mais après, une fois que c'est parti dans l'IA, on a des réponses qu'on n'arrive pas à savoir le raisonnement qui s'est passé. Donc, voyons maintenant ce que nous permet l'intelligence artificielle dans différents domaines dans notre quotidien. Donc, on voit que l'intelligence, elle peut être plus rapide, plus efficace, plus synthétique dans notre travail. Et elle nous donne accès à un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc elle est énormément utilisée et de plus en plus. Et on va voir quelques domaines. Et on va voir aussi les questions que ça soulève pour y répondre par la suite. Donc on va commencer par la psychologie. Donc on utilise l'IA pour accompagner les gens et pour être comme un soutien préventif. Donc, l'IA peut analyser votre langage quand vous lui parlez. Elle peut analyser votre comportement du visage, vos traits du visage, et du coup, elle va détecter si vous êtes plus ou moins en dépression, si vous avez de l'anxiété, si vous avez des idées suicidaires ou même des tendances schizophréniques. Mais par contre, elle ne pose pas de diagnostic autonome après ça, enfin, du moins des diagnostics qui soient fiables. Par ailleurs, on voit aussi l'IA qui apparaît beaucoup dans des IA conversationnelles. Donc là, on va prendre une IA pour avoir un partenaire qui va nous écouter, qui nous questionne et qui nous donne le sentiment d'être compris. Et on voit bien aujourd'hui, quand on utilise l'IA, comment elle nous congratule à chaque fois qu'on lui pose une question et comment elle fait tout, enfin, elle fait très facilement, elle nous amène une reconnaissance que les humains en général ne nous apportent pas forcément. Et ça nous fait du bien. Donc à partir de là, on peut se demander si une IA, ça ne peut pas conduire à une dépendance à l'IA. Et du coup, à un certain isolement. Et même si cette relation, elle ne peut pas nuire au développement social de l'individu, et plus largement à celui même de la société. Donc là, ça implique de savoir qu'est-ce qu'on entend par le développement humain. Donc c'est une question qu'on répondra par la suite. Un autre domaine où l'IA est très présente, c'est dans l'éducation. Donc là, on va parler de l'IA dans le sens de l'immersion virtuelle. On utilise l'IA en faisant de l'immersion virtuelle, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux gens en étant comme si j'étais au moment où ça se passe. Donc en gros, ça amène un apprentissage qui est hors du commun parce que ça rend des concepts qui sont abstraits quand on vous les dit normalement, très, très, très visibles et très palpables. Donc par exemple, un cours d'histoire. Un cours d'histoire, on vous emmène dans les pyramides d'Égypte. On vous emmène dans la construction d'un château fort. Et en médecine, on peut vous emmener dans le corps humain. Donc là, c'est assez extraordinaire. Et on voit aussi, du coup, des étudiants qui utilisent beaucoup l'IA pour la rédaction de leurs devoirs. Donc ça remet en question le mode d'évaluation des professeurs. Mais ces mêmes professeurs, eux,
l'utilisent aussi pour préparer leurs cours, préparer des PowerPoint ou des questionnaires à donner aux élèves, et même aussi aujourd'hui pour corriger les copies. Donc on peut se demander si l'IA ne va pas remplacer les professeurs. Donc c'est une crainte pour beaucoup de personnes et qui nous demande là de répondre à une autre question. C'est qu'est-ce que l'éducation et quel est son but ? Donc l'IA apparaît aussi dans un autre domaine qui est assez sensible, là c'est celui de la sécurité. Donc on voit qu'il y a de nouvelles guerres qui éclatent dans le monde, et la protection devient un enjeu majeur pour les pays, les villes, mais aussi pour assurer la sécurité des entreprises. Donc où l'IA est de plus en plus utilisée. Si on prend l'exemple dans le domaine du militaire, on a vu le développement des drones qui commencent à remplacer les combattants sur les zones de combat. Mais dans le domaine civil, on a aussi l'IA qui est utilisée pour une surveillance accrue de la population. Donc là, on a la reconnaissance faciale, l'analyse comportementale et ce qu'on appelle la cybersurveillance. Donc ça, c'est analyser des messages, des posts, des mails, mais aussi tout l'historique des moteurs de recherche. Et ça pour repérer des mots-clés, des tendances du genre de la radicalisation de certaines personnes ou alors des menaces qui sont possibles. Donc là, la lecture d'algorithmes, ça permet de retracer tout l'historique d'un individu et même potentiellement de toute une société. Et toute l'humanité pendant qu'on y est. Donc, que reste-t-il là de notre liberté si tout est fiché et si tout est contrôlé ? On peut se demander en questionnement si la sécurité est une entrave à la liberté. Dans le domaine de l'économie, alors là, l'intelligence, elle est utilisée de diverses manières, mais on voit principalement qu'elle est axée sur l'amélioration des transactions boursières, des opérations commerciales et l'optimisation des prises de décision. Donc là, on l'utilise parce que on veut des transactions qui soient de plus en plus rapides et pour ça, elle est super performante. Donc elle nous fait gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, et notamment en cas de tension économique, où là, elle analyse les bulles financières avant même que les choses deviennent visibles. Donc l'IA, elle permet aussi d'améliorer la productivité et la rentabilité des entreprises, parce qu'elle automatise les tâches qui sont répétitives, et elle réduit aussi les erreurs que font les humains. Donc dans cette dynamique économique toujours plus rentable, toujours plus vite, les IA sont aussi capables d'écrire un livre ou une musique par mimétisme d'un auteur ou même un tableau en quelques minutes ou en quelques heures, seulement en lui donnant quelques mots et après c'est parti. On a aussi certains entrepreneurs qui commencent à demander à leurs employés de justifier si leur travail ne pourrait pas être fait par une IA. Donc là, on commence à se demander que vont devenir certains travailleurs, voire beaucoup de travailleurs, qui vont être remplacés par des machines et qui se retrouveront sans emploi dans un avenir proche. Donc là, ça nous demande aussi de répondre ensemble à une question. Le travail est-il nécessaire à notre épanouissement ? Et enfin, un dernier domaine qu'on va observer, c'est la médecine. Donc en médecine, notamment en chirurgie, on utilise l'IA pour assister les opérations. On l'utilise aussi pour améliorer les diagnostics médicaux, pour effectuer le suivi des patients à distance, ou encore dans le cas de prothèses intelligentes, comme dans, par exemple, le cas de patients atteints de paralysie. Donc là, pour certains cas de paralysie, on va donner un casque de réalité virtuelle aux patients, combiné avec un exosquelette. Donc, un exosquelette, c'est un faux squelette robotisé qu'on colle un peu derrière tous les membres du patient. Et le patient, il va par le casque virtuel marcher dans la réalité virtuelle.
Et ça va faire que l'exosquelette, il va se mettre à marcher. Donc du coup, la conscience du patient va se rendre compte, va faire comme s'il marchait. Et ça va redonner l'impulsion électrique des neurones dans le cerveau à la fonction de marche dans son corps. Et certains réapprennent à marcher comme ça. Enfin, retrouvent la sensation de marcher. Donc elle est aussi utilisée pour lire les pensées dans le cerveau d'un patient. Donc là, on met un casque qu'on a tous vu avec sur la tête avec des électrodes pour lire les champs électriques dans les neurones. Et quelqu'un qui ne sait plus parler, mais qui a quand même une pensée, l'IA va pouvoir lire là où se situent les champs électriques et les retraduire en paroles. Et là, on va aller un peu plus loin parce que certains chercheurs, du coup, visent le mariage de l'homme et de la machine. Donc, qui va, en pensant pouvoir transférer à terme la conscience d'un humain dans une machine. Et c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Donc, philosophiquement, on peut se demander là si la conscience peut-elle être immortelle. Donc, on voit que toutes ces remarques ont en commun une question de fond qui concerne la conscience. Donc on va approfondir cette notion de conscience avant de répondre à toutes les questions qu'on a énumérées et voir du coup en quoi l'IA peut remplacer ou pas l'humain. Donc on va reprendre un peu de hauteur pour se resituer dans un contexte un peu plus large pour voir que l'humanité aujourd'hui considère la conscience principalement dans 3 règnes. Donc le règne humain, depuis un petit moment déjà chez les animaux, et puis avec certaines nouvelles recherches d'aujourd'hui, on la considère aussi dans le règne végétal. Et puis c'est tout. Donc on voit que là, on confine la conscience déjà dans notre univers restreint, dans notre environnement proche. Mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que l'intelligence, c'est fondamentalement un aspect de la conscience. Et ça, il y a pas mal de chercheurs qui le réalisent déjà, enfin, qui le considèrent comme tel. Mais si on a dit que l'intelligence est partout, eh bien, ça veut dire que la conscience aussi est partout. Donc là, il va falloir voir la conscience de partout, mais à différents degrés de développement. Donc, si en tant qu'humanité, on est une conscience, et on pourrait dire qu'on vit au sein d'une plus grande conscience, qui est notre système planétaire, donc notre planète Terre, qui elle-même est une conscience, qui vit dans une plus grande conscience, qui est celle du système solaire, qui est lui-même aussi, on pourrait aller plus loin, dans une plus grande conscience qui est celle de la Voie lactée, de sa galaxie. Et là, on voit que on parle de conscience, mais qui nous échappent totalement, parce qu'elles sont, on va dire, vibratoirement très éloignées de notre état de conscience en tant qu'humain. Et on pourrait faire le rapprochement, c'est un peu comme une fourmi. La conscience d'une fourmi, elle n'a pas du tout conscience de la conscience de l'état de conscience humain. C'est trop éloigné pour elle. Donc pour rester dans le contexte qui nous intéresse, on va juste s'attarder sur la conscience au niveau de l'humain et parler du développement de cette conscience et des différents états de conscience qui marquent les étapes du développement de l'humain. Donc on va repartir un peu de loin dans l'histoire, et dans l'enfance de l'humanité, on va dire que l'humanité, elle vit en harmonie avec les règnes de la nature. Donc dans un état de conscience qu'on va appeler indifférencié. Donc elle se développe au travers de groupes, de clans, et qui vivent les uns les autres sur différents territoires et qui ne se connaissent pas forcément entre eux. Et la volonté d'être, la volonté d'exister, s'exprime alors au travers d'une intelligence instinctive qui est de survie et qui est aussi un instinct de perpétuation de l'espèce. La sensibilité
de l'humanité à ce moment-là, elle est uniquement tournée vers l'extérieur. Et elle permet de connaître le milieu dans lequel elle vit, et aussi de s'adapter à tous les aléas qui arrivent. L'éducation, elle est basée sur la transmission de traditions qui se passe de génération en génération. La sécurité, elle repose sur l'instinct grégaire, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du groupe dans lequel on vit, parce que c'est le groupe qui nous protège. Le travail, lui, on va dire que c'est un code social qui régit la vie du groupe, où chacun a sa place et chacun a sa fonction. Donc le travail, il n'est pas choisi, il peut être attitré dès la naissance par rapport à la famille dans laquelle on est né. Et chacun obéit instinctivement à cet ordre établi, à un ordre naturel, et ça confère une certaine stabilité dans la vie du groupe. Et les échanges économiques entre personnes ou entre différents peuples se font principalement par du troc. Donc dans cet état de conscience où on vit en harmonie avec la nature, il y a aussi la médecine. Et la médecine, elle est faite par des guérisseurs, qu'on appelle des chamans, des druides. Et ces personnes-là, ils communiquent avec les mondes invisibles. Ils communiquent avec l'esprit des plantes. Et à partir de là, ils font des préparations pour soigner les gens, pour soigner leurs confrères. Et la mort, dans cet état de conscience-là, elle est perçue comme un passage de la conscience dans un au-delà. Et du coup, on va se réincarner dans n'importe quelle forme qui existe déjà sur Terre. Que ce soit homme, animal, une rivière, un arbre. Mais la conscience évolue. Et là, de cycle en cycle, on va passer à la naissance du désir. La naissance d'exister en tant que personne, en tant qu'individu. Et du coup, on va chercher à se libérer du clan familial. Donc là, il s'enclenche tout un processus qui va prendre vraiment plusieurs cycles d'involution. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de vie pour pouvoir arriver à ce stade de conscience individuelle. Et jusqu'à ce que cette conscience individuelle devienne finalement la masse dominante de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on est principalement dans cet état de conscience individuelle, mais on va préciser ça après. Ce que je voulais dire, c'était que au départ, cette conscience individuelle, elle naît dans une conscience de masse, où personne se sent différent des autres. Mais quand la conscience, le désir d'exister pour soi-même apparaît, et ben du coup, on va se mettre en valeur par rapport aux autres. Donc là, ça va donner des chefs, des meneurs de groupe qui sortent de la masse. Et ça, progressivement, quand il y a de plus en plus de personnes qui le sont, ça donne une humanité telle qu'on la voit aujourd'hui, où chacun est son propre chef. Donc, même si aujourd'hui tous les humains n'ont pas développé cet état de conscience, c'est la note dominante qui régit aujourd'hui dans l'humanité. Donc on va essayer de s'attarder sur cet état de conscience pour voir comment ça caractérise nos relations sociales. Donc ce qui caractérise cet état de conscience, c'est son aspect concret et pratique. C'est-à-dire qu'il est basé sur l'intellect. C'est un esprit d'analyse, de recherche, qui dépasse le besoin de s'adapter du jour le jour. Donc l'intellect, c'est la capacité de faire des rapports, des liens entre plusieurs choses qui existent, puis d'en inventer des nouvelles grâce à des nouveaux arrangements. Par exemple, donc dans les études scolaires, pour développer le mental, on ne nous demande pas d'être innovant, mais on nous demande de nous rappeler des connaissances qui ont déjà été établies, que d'autres ont déjà découvert. Donc on en amasse, et plus on en amasse, et plus on a de la valeur, plus on a des bonnes notes.
Donc on voit là déjà l'importance que l'on accorde à la mémoire. Donc on voit que la mémoire, c'est rien d'autre qu'une compilation de données qui permet un certain nombre de reformulations, et c'est pas sans nous rappeler ce qu'on a défini au travers de l'IA. Car l'IA, c'est vraiment la représentation de l'importance qu'on donne à l'intellect et à la mémoire. D'un point de vue aussi économique, on utilise l'intellect pour tirer profit de chaque situation. Chercher à s'enrichir personnellement, c'est le but dans cet état de conscience. Et donc, du coup, on est dans une recherche de rentabilité qui nous conduit à développer à chaque fois des nouvelles stratégies, que ce soit commerciales, qu'elles soient boursières ou bancaires. Donc, on cherche à faire fructifier son capital, et ça devient même une activité à part entière. Cet état de conscience d'un moi d'abord concerne aussi chacun d'entre nous à chaque fois qu'on voit qu'on cherche à faire de bonnes affaires. Donc le but du travail dans cet état de conscience, c'est celui d'une réussite personnelle et matérielle afin d'obtenir une reconnaissance sociale. Donc on travaille plus, pour avoir plus, pour montrer son efficacité et pour s'en trouver valorisé par un salaire qui parle de notre statut. Donc combien de fois on entend dire dans le milieu professionnel, avec tout ce que je fais, je mériterais quand même plus. Donc on voit qu'aussi règne la compétition et la comparaison dans l'importance que l'on se donne. Donc que ce soit dans ce qu'on fait à la maison ou dans les milieux associatifs, on se compare les uns aux autres, on considère faire mieux que les autres. À chaque fois, il y a un toujours plus qui vient plomber nos relations. Parce que chacun, il demande à être reconnu dans ce qu'il a fait. Et ce qu'il cherche à faire reconnaître là-dedans, c'est son essentialité. C'est qu'il existe. Donc, d'un certain point de vue, on pourrait dire, en fait, peu importe si à la maison, le ménage il soit fait par un humain ou par une IA, l'important c'est que le ménage soit fait. Mais si l'individu, il s'identifie au faire, eh ben, ça peut être très éprouvant qu'il y ait une IA qui fasse le travail pour lui. Parce que du coup, là, il va arriver pour l'humain un grand sentiment d'inutilité. Donc quant à la sécurité, là aussi, face à la peur, on cherche à apporter des solutions concrètes et pratiques. Donc des réponses efficaces qui libéreraient l'humain d'un sentiment d'insécurité. Donc dans nos sociétés occidentales, on pense être libre de penser et d'agir. Mais on ne voit pas combien on est manipulé par des pulsions, des réactions, des opinions qui parlent de notre peur, qui est bien souvent alimentée, qui bien souvent alimente nos pensées et nos choix sans que nous en ayons toujours conscience. Et si la peur a toujours sa raison d'être, quand on est dirigé par exemple dans un instinct de survie, ou quand on cherche à se développer personnellement, elle devient une limite qui nous tient en captivité quand on cherche à évoluer. Donc dans cet état de conscience, on confond souvent la licence et la liberté. Donc la licence, ça concerne la liberté, on pourrait dire que c'est ce qu'on définit comme la liberté d'un point de vue du faire personnel. Alors que la liberté, c'est davantage en rapport avec une liberté d'être, qui concerne un développement de plus en plus avancé de la conscience. Donc se libérer de la peur pour croître en liberté, ça devient une nécessité d'être pour vivre de plus justes relations. Et ça, aucune intelligence artificielle va pouvoir le faire à notre place. Car cela demande de se connaître soi-même, par soi-même, et de faire des choix conscients, de se libérer de nos propres conditionnements. Et ça, c'est loin d'être évident. Car en compilant un certain nombre de données, d'analyses, on arrive forcément à se forger une opinion personnelle à laquelle on va s'attacher et à laquelle on va s'identifier. Et en poussant même cette analyse, on peut voir que quand on devient un expert ou un spécialiste dans un domaine précis,
eh ben, on a la capacité de donner des explications, de convaincre intelligemment, sans savoir qu'on est prisonnier d'une certaine logique ou d'une vision qui ne prend pas tout en compte. Et ça, c'est une caractéristique qu'on a étudiée et qui est une caractéristique du mental concret. Et c'est ça qu'on a conféré à l'intelligence artificielle, qui elle-même met l'accent sur la logique, l'analyse, et qui établit un certain nombre de rapports de cause-conséquence, mais sans jamais rien créer de nouveau. Et bien souvent, nous, on est identifiés à nos fils de perception, on est convaincu de la justesse de ce que nous pensons, et c'est vraiment pas facile de voir les choses autrement. Et on peut voir qu'on voit souvent du même, et à l'image des algorithmes qui sont là quand on regarde une vidéo, et qui nous relancent sur une vidéo similaire à chaque fois pour qu'on aille toujours dans le sens que ce qu'on a déjà vu. Donc on pourrait dire que les algorithmes, c'est le reflet de ce qui nous intéresse, mais ça met en lumière en fait nos bulles intellectuelles et sensibles. Et ça, on voit aussi qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui s'insurgent contre ces algorithmes parce qu'elles ont l'impression d'être manipulées par des forces souterraines. Donc, voir du neuf, oui, mais ça implique de voir consciemment ces bulles personnelles pour en sortir, ce qui va nous demander de développer davantage les qualités du mental. Car, en effet, comme Laetitia me l'a précisé, on a vu un seul aspect du mental, c'est-à-dire le mental concret. Mais le mental est double. Et on pourrait le voir comme une antenne. C'est-à-dire que soit il est tourné en bas, sur le monde concret, sur le monde visible, formel, ou soit on va le réorienter et on va l'orienter dans un monde invisible, un monde abstrait. Et que certains philosophes appellent le monde des idées. Donc on voit que si aujourd'hui l'humain il utilise principalement son mental d'un point de vue du monde concret, d'un point de vue du monde manifesté, on a quand même des personnes qui sont porteurs de visions nouvelles, que ce soit des philosophes, des scientifiques, ou alors d'autres personnes, et qui arrivent à sortir de cet espace connu pour se tendre vers une réalité qui est abstraite et invisible à l'œil nu. Donc, ce plan abstrait, c'est un plan de conscience plus subtil qu'on appelle le monde des causes, que seul ce deuxième aspect du mental peut accueillir. Et ensuite, il va le traduire en idées nouvelles à travers le mental concret, qui prendront la forme, à ce moment-là, de symboles, d'équations ou de pensées inédites. Et ensuite, ça sera relayé et mis à disposition au sein de l'humanité. Alors, pour tous ceux et ceux que ça inspire et qui aspirent au renouveau, on va voir ce qu'implique le développement du mental abstrait. Dans un premier temps, il va s'agir d'oser remettre en question nos certitudes et nos habitudes de pensée. Donc, car le mental qui est tourné vers les apparences, on l'a vu, il s'enferme régulièrement sous le poids des évidences, sans prendre en compte que nos sens physiques voilent bien plus la réalité qu'ils ne la dévoilent. Donc pour cela, on va prendre un exemple qui est assez connu et assez cité sur des vidéos YouTube que j'ai vues, notamment par Étienne Klein, c'est l'expérience de Galilée. Donc Galilée, il a proposé une expérience de pensée au XVIe siècle sur la chute des corps. Et dans cette expérience de pensée, il va montrer que la loi qui était commune à l'époque par rapport à la chute d'un corps, c'est-à-dire qu'un corps chute, la vitesse d'un corps est en rapport, la vitesse de la chute d'un corps est en rapport avec sa masse. Donc plus un corps est lourd, plus il va tomber vite. Donc ça c'est connu depuis Aristote. Et là, pour Galilée ça colle pas. Pour lui, il a l'intuition que dans le vide,
Donc il faut savoir qu'à l'époque, on pensait que l'air, c'était le vide. On ne savait pas encore que l'air était constitué d'atomes. Donc dans le vide, pour lui, la chute d'un corps ne dépend pas de la masse du corps. Donc pour ça, il fait une expérience de pensée et il va dire, on va prendre une grosse pierre, donc très lourde, et une petite pierre beaucoup plus légère. Donc normalement, d'après la loi, la grosse pierre tombe beaucoup plus vite que la première, que la petite. Et lui, il dit, attachons une ficelle, une corde, entre les deux pierres. Donc logiquement, l'ensemble grosse pierre plus petite pierre est plus lourd que la grosse pierre seule. Donc il devrait tomber plus vite que la grosse pierre. Mais il dit, si la grosse pierre qui est attachée à la petite tombe, elle va forcément tomber plus vite que la petite, et du coup elle va faire tendre la corde à laquelle est accrochée la petite pierre. Donc la petite pierre, elle va freiner la grosse pierre dans sa chute. Ce qui fait que l'ensemble des deux va tomber moins vite que la grosse pierre qui est toute seule. Donc vous voyez, par son expérience de pensée, il montre que la loi qui existe à cette époque propose à la fois une solution et son contraire. Donc comment est-ce qu'on choisit ? Donc pour ça, il va falloir qu'il démontre ce qu'il avait en pensée, c'est-à-dire que la chute des corps ne dépend pas de sa masse. Donc pour ça, il va falloir qu'on découvre le vide, donc ça se fera plus tard, après lui, mais lui, il a déjà réussi par ses certaines expériences à montrer le rapport entre en fait, la chute d'un corps, c'est la distance par rapport au temps. Mais enfin, on ne rentre pas dans les détails. L'idée, c'est juste de dire qu'il y a une intuition qui est présente et qui va permettre de remettre en question un ordre établi. Donc, on développe une vision intérieure de la réalité, là qui est non limitée par les apparences, et du coup, on peut découvrir de nouveaux principes universels. Donc ça témoigne d'une avancée de conscience de l'humanité. Car c'est toute avancée de conscience de l'humanité dans sa découverte des idées abstraites qui est à l'origine des progrès technologiques que l'on voit sur le plan concret. Et c'est pas l'inverse. C'est pas un progrès technologique qui amène une avancée de conscience. Donc par exemple, l'IA, c'est la conséquence de la découverte d'une idée universelle, qui a toujours été là, mais que la conscience humaine n'était pas encore en mesure de capter. Donc cette idée, donc, entre autres, il y a plusieurs progrès techniques qui ont permis l'avènement de l'IA, mais il y a une idée qui a été fondamentale pour en arriver là, c'est l'idée de la dualité onde-corpuscule, de la physique quantique. C'est-à-dire qu'au niveau des électrons et des photons, on voit que, d'après les expériences les fentes de Young, un électron peut être à la fois une onde ou un corpuscule. Et ça va dépendre de comment on va l'observer. Et donc ça pour un mental cartésien, un mental rationnel, c'est juste pas possible. On ne peut pas avoir à la fois une onde, à la fois une particule. On a soit l'un, soit l'autre. Donc ça révolutionne déjà les consciences. Ça invite vraiment à penser autrement. Donc cette idée-là, qui a été mise en équation par la suite, donc ça a donné naissance à la compréhension de la circulation des électrons dans les matériaux comme le silicium, qu'on utilise aujourd'hui dans tous les ordinateurs, dans tous les smartphones et jusque dans les IA. Donc ça imprègne notre quotidien aujourd'hui, même si en tant qu'utilisateur moyen de tous ces objets, on comprend pas grand-chose à comment ça fonctionne. Et justement, une des limites que les ingénieurs voient à l'IA, c'est justement cette capacité d'abstraction. C'est-à-dire qu'elle est incapable de traduire l'inconnu. Et tout ce que l'IA sait, c'est juste la somme des connaissances actuelles de l'humanité dans son ensemble. Et au-delà d'une réponse concrète à une demande, l'IA ne peut pas conceptualiser des idées qui sont issues d'une intuition profonde.
qui sont issus de la réalité qui est à l'origine du monde manifesté. Donc on pourrait dès lors croire que le monde abstrait, ça concerne uniquement les scientifiques, ou alors les philosophes. Mais en fait, tout être en chemin qui cherche à servir l'ensemble, avant ses intérêts personnels, avant ses intérêts particuliers, il est concerné par ce développement de cette qualité du mental. En effet, on a une citation qui est très connue encore, c'est celle d'Einstein qui nous dit « On ne résout pas un problème avec le même état de conscience que celui qui l'a engendré ». Donc, tant qu'on cherche à apporter des réponses concrètes à nos problèmes, en restant dans l'état de conscience égocentrique et matérialiste qui les engendre, on va continuer à alimenter les problèmes que ça nous pose et qu'on connaît aujourd'hui. Donc, considérer l'IA comme une solution ou la cause de nos problèmes, c'est ignorer que nous avons à évoluer en conscience. Donc, on va juste parler maintenant du prochain développement de conscience qui attend l'humanité. Donc on a parlé de l'état de conscience personnel, qui met en valeur l'individu, la particule. Mais aujourd'hui, l'humanité développe un nouvel état de conscience qu'on appelle un état de conscience de groupe, ou un état de conscience d'âme. Et cet état de conscience, il ne connaît pas la séparativité. Donc il se caractérise par un éveil aux autres pour ce qu'ils sont essentiellement. Au-delà de ce qu'ils apportent financièrement, sentimentalement ou intellectuellement. Donc, dans la reconnaissance de la valeur du tout et de l'essentialité de chaque élément du système, la priorité dans cet état de conscience est donnée au bien commun. Donc, il y a un décentrage qui s'effectue en parallèle de la découverte de l'autre, mais en soi. Et là, si le mental concret, on a vu, il sépare, il divise, il rationalise, la conscience du groupe, elle tend au développement d'une vision qui est unitaire. Et elle nous conduit, dans un premier temps, à reconnaître que ce que l'on voit à l'extérieur est comme un miroir grossissant de ce que l'on est à l'intérieur. Et que, ainsi, on n'est qu'un échantillon des problèmes que nous voyons dans le monde. Mais nous sommes aussi un échantillon des solutions, ce qui nous invite à sortir de la critique pour nous rectifier nous-mêmes. Et si ce travail intérieur est invisible à l'œil physique, si ce travail demande de l'attention, de la vigilance, il est aussi le moyen de s'affranchir de nos propres limitations, afin de servir de plus justes relations intérieures-extérieures. Donc on va passer là d'une vision formative de l'éducation à celle d'une croissance illimitée vers la liberté d'être. Car éduquer, dans son étymologie, c'est exducare, et ça veut dire conduire au-delà des limites. Donc ça, aucune intelligence extérieure, aussi intelligente voire aimable soit-elle, ne peut le faire à notre place. Ni une IA, ni un psy, ni un gourou, ni même Dieu. Par ailleurs, quand on est passeur d'idées nouvelles, enfin être passeur d'idées nouvelles, c'est pas tant découvrir ce qu'aucun autre aurait découvert, mais c'est faire intérieurement l'expérience de ce qui est découvert. Et ça, c'est ce que nous permet notamment la méditation. Par exemple, on prend l'idée de fraternité, ou on devrait parler plutôt d'adelphité, pour être plus juste. Donc si on touche cette idée, donc l'adelphité, c'est à la fois la fraternité et la sororité en même temps. On a un mot qui l'explique, c'est l'adelphité. Si on touche ce mot en méditation, donc on va dire dans un silence profond, on réalise que ça c'est un principe, et c'est quelque chose qui parle de notre essence commune à tous. Et vivre en conformité avec cette valeur, ça implique une réorientation intérieure, un usage conscient du mental
afin que l'idée, elle irradie pleinement à la fois à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. Et on n'a pas à vivre un coup l'un et un coup l'autre, c'est-à-dire un coup le mental abstrait, un coup le mental concret, sans qu'il y ait de rapport entre les deux. Par exemple, on peut méditer le matin, toucher un état d'unité, et puis après partir au travail, et puis là on est à fond les ballons, et puis on va partir dans la critique, on va... Donc là, ça, on n'est pas en adéquation. Donc pour servir l'idée de la laïcité, il va falloir qu'on cultive une certaine innocuité, c'est-à-dire apprendre à ne pas nuire. En renonçant à l'usage matérialiste du mental concret. Donc on pourrait aussi apprendre à cultiver des pensées comme celles que je vais vous proposer. C'est-à-dire que si on se dit que si c'est pas bon pour moi, eh ben, mais que ça peut être utile à ma famille, si c'est bon pour moi, mais que ça peut nuire à ma famille, alors je m'abstiens. Si c'est bon pour ma famille, mais que ça peut nuire au village, alors je m'abstiens. Si c'est bon pour le village, mais que ça peut nuire à la nation, alors je m'abstiens. Si ça peut nuire à la nation, si c'est bon pour la nation, mais que ça peut nuire à l'humanité, alors je m'abstiens. Et si c'est bon pour l'humanité, mais que ça peut nuire à l'ensemble des règnes vivants, alors je m'abstiens. Donc ça nous pousse à nous inscrire en permanence dans une dimension un peu plus grande que celle de notre propre existence personnelle. Donc par ailleurs, dans le développement de cet état de conscience qui tend à unir les différents états d'être en soi, on peut réaliser que nous ne sommes pas qu'un amas de matière qui forme un corps mécanique duquel émergerait temporairement une conscience, mais que nous sommes une conscience plongée temporairement dans un corps mortel. Ainsi, quand on est en conscience moi-je, la notion d'immortalité, elle est relayée au mysticisme ou à l'affabulation d'individus qui n'ont pas les pieds sur terre. Pourtant, quand on parle du transhumanisme, c'est bien une recherche d'être immortel dans un corps artificiel. Ça reprend même cette idée fondamentale d'être à la fois mortel et immortel. Donc pour conclure, on va chercher à répondre de manière plus synthétique aux questions que nous sommes posées quant au développement de l'humain, de l'éducation, du travail, de la liberté et de l'immortalité. Le développement de l'humain est avant tout un développement de la conscience. Et si l'éducation, elle est dans un premier temps formative et conditionnante, elle devient par la suite éducative, dans le sens apprendre à penser par soi-même pour sortir de ses limites et se découvrir l'inconnu. Le travail, lui, dans un premier temps, était exclusivement extérieur. Il servait l'épanouissement personnel, et là, il devient double, c'est-à-dire il devient intérieur et extérieur. Le but étant le progrès de groupe et l'épanouissement de justes relations. Quant à la liberté, elle est passée de l'attachement à pouvoir satisfaire nos désirs à la liberté d'être. Et concernant l'immortalité de la conscience, on peut se dire qu'on est les deux en même temps, puisqu'évoluer nous demande systématiquement de mourir à un état de conscience pour en renaître à un autre. Et enfin, pour répondre à la question initiale, l'IA peut-elle remplacer l'humain ? La réponse à cette question dépendra donc du point de conscience où nous nous situons, et ce à quoi on va s'identifier. Si on relationne les uns avec les autres uniquement à partir d'une vision matérielle, c'est-à-dire si on voit le monde en termes de forme, les gens en tant que personnes n'ayant qu'une fonction pratique, alors oui, on peut penser que l'IA peut remplacer l'humain. On serait alors des outils que n'importe quelle machine intelligente pourrait remplacer. Par contre, si nous pensons que nous sommes une conscience en développement, que si nous relationnons les uns avec les autres de conscience à conscience, en se reconnaissant sur un chemin commun d'évolution, alors non, l'IA ne peut pas remplacer l'humain, ni aucun être vivant. L'IA n'est qu'un outil dont l'usage dépend de l'état de conscience qu'il utilise.
Et son apparition témoigne d'une transformation visible de notre société. Cette transformation est avant tout le reflet d'un mouvement de la conscience. Ainsi, nous pouvons voir que toutes les projections que nous éprouvons face à l'IA ne sont que le reflet de ce que nous vivons. On a peur d'être manipulé par des IA, mais les plus grandes manipulations se jouent à l'intérieur de nous-mêmes. Et si nous lui projetons de grands potentiels à cette IA, ces derniers sont latents en nous et il nous incombe de les développer. Rendre notre fonction créatrice nous demande de développer en contactant les dimensions universelles de notre être pour découvrir des idées à valeur d'ensemble et accepter d'en être transformés dans chacune de nos cellules. Pour qu'à terme, en tant qu'humanité, nous puissions, avec sagesse, utiliser toute l'intelligence qui nous anime pour que la beauté des justes relations illumine le monde. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute.